les camarades, le but de mon intervention qui sera courte, ça va être d'essayer de discuter avec vous de ce qu'on essaie de proposer, pas simplement en termes d'idées générales, de principes, mais aussi comme perspective d'action. Évidemment, les idées révolutionnaires, rien ne peut se faire sans une vision, sans une perspective, sans vouloir renverser cette société de merde. Il faut le vouloir. Et il faut avoir une ligne directrice. Il faut comprendre qu'à la racine de tous les maux, d'absolument tous les maux, que ce soit effectivement la guerre, que ce soit la pression du petit chef au boulot, à l'atelier ou au bureau qui te prend la tête, que ce soit le racisme, que ce soit la transphobie, à la racine de ça, il y a le fonctionnement de toute la société, et notamment du fondement numéro 1 de cette société, qui est les entreprises, qui est la propriété privée des moyens de production, d'échange et de circulation. Et bien, cette exploitation de l'homme par l'homme et de la femme par l'homme, et de l'homme par l'exploitation des humains par les êtres humains, c'est la racine du mal et il faut vouloir s'y attaquer. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et c'est quelque part, dans notre nom, LPA révolutionnaire, c'est pas pour rien. Mais on essaye, et c'est peut-être une marque de fabrique, de pas simplement être des dénonciatrices et des dénonciateurs, pas simplement critiquer, même s'il faut le faire, ce système capitaliste absolument dégueulasse, mais on essaie aussi d'être celles et ceux qui proposent des perspectives pour changer le rapport de force et pour au final renverser ce système capitaliste-là. Et pour essayer d'en discuter avec vous à partir d'une réalité qu'on peut peut-être toucher du doigt, je vais commencer par un contre-exemple, par quelque chose d'énervant et de frustrant. C'est quelque part vous parler de quelque chose qui est une défaite. Il y a le bureau de poste, là où travaillait Man, le bureau de poste de Levallois, de Malakoff, vient de fermer. Le bureau des facteurs, hein, pas le bureau guichet où tu vas acheter des timbres ou envoyer un paquet, etc. Mais là où le centre de distribution, des factrices et des facteurs. Et ce qui s'est passé, c'est que les factrices et les facteurs de Vanves, parce que c'était en réalité Vanves et Malakoff qui travaillaient au même endroit, ceux de Vanves ont été délocalisés à Châtillon, et ceux de Malakoff ont été délocalisés à Montrouge. Et de 3 bureaux, on est passé à 2. Il y a eu la fermeture du bureau de Malakoff. En réalité, évidemment que cette fermeture, elle s'accompagne de suppression d'emplois, évidemment, hein, c'est pas juste qu'ils déplacent, c'est l'occasion de faire un plan de suppression d'emplois, à peu près 20% des effectifs en moins. Pour vous donner une idée de ce que ça veut dire, on va dire, tu prends Google Earth et tu regardes de très très haut, 30 000 emplois en moins à la Poste, 260 000, 230 000 en 10 ans. 30 000, c'est à peu près la population de Malakoff. Donc tu prends la population de Malakoff, tu la rayes de la carte. C'est ça la réalité de la Poste en 10 ans. Et bien ce que ça veut dire, décliné par tous les bureaux, c'est du 5, 10, 20% de postes en moins. Et ce que ça veut dire au ras du sol, là où nous on trime, là où il faut sortir avec la sacoche qui est de plus en plus lourde, hein, ils disent le courrier baisse, mais les recommandés ils augmentent, les colis ils augmentent, ça pèse sur le dos. On a des collègues, ils ont 25 ans, ils ont des tendinites, ils ont des dos brisés. Mais au niveau du sol, qu'est-ce que ça donne, cette accélération du rythme? Et ce qu'elle donne, c'est, en fait, tu as des ordinateurs qui disent tu dois distribuer une lettre recommandée en 1 minute 23. Vous avez des ordinateurs qui calculent et tu es soumis à ce rythme-là et tu dois en réalité bosser de plus en plus vite. Et à un côté vraiment presque comme à l'usine. C'est-à-dire que ton boulot, il est réglé au centième de minute près. Ils ont un calcul. En réalité, c'est même pas en secondes ou en minutes, c'est en centiminutes. Ils ont même inventé une unité de mesure du temps pour essayer de nous faire accélérer le rythme. Et évidemment que pour la population, c'est des factrices et des facteurs qui viennent de plus loin, une qualité du service qui est évidemment moins bonne. Si tu as un problème de courrier, je pense aux plus anciens, aux anciennes qui habitent, on va dire, loin du bureau de poste, comment ils vont galérer, comment ils doivent maintenant galérer pour aller à Montrouge s'ils ont un problème. Ce mépris, à la fois pour les travailleuses et les travailleurs au boulot, et pour les travailleuses et les travailleurs en tant qu'usagers, en tant qu'habitants, ce mépris-là, nous, bien évidemment, que j'ai envie de dire, il nous fout la rage. Mais on est aussi ici pour dire qu'en réalité, il y a des possibilités de l'empêcher. Il y a des possibilités de l'empêcher. Il faut quand même le dire, ce bureau de poste,
la plupart des organisations syndicales, à part celle à laquelle Man et moi on appartient, il y a un seul syndicat qui a dit c'est possible d'empêcher la fermeture. C'est possible. Et il y a des bureaux de poste dont on a empêché la fermeture par des grèves, par des attaques au tribunal, par la combinaison de tout un tas de bagarres. Mais le choix qui a été fait, y compris par des organisations syndicales qui ont pignon sur rue dans le bureau de Malakoff, ça a été de dire on n'y peut rien, on prend la prime. On n'y peut rien, on discute, on négocie, il n'y a rien à faire. Et j'ai envie de vous dire, qu'a fait la mairie? Mairie de gauche pour empêcher, non, enfin, je sais pas, tu devrais mettre des drapeaux partout, des banderoles en disant non à la fermeture du bureau de poste. Typiquement, ce type de combat, ils sont gagnables. Ils sont gagnables. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que si tous les syndicats, la mairie, les organisations avaient été vent debout, est-ce qu'on aurait été sûr de gagner? Pas forcément. Mais nous, le NPA révolutionnaire, on est là justement pour dire c'est possible de se battre. La situation, que ce soit à la petite ou à la grande échelle, elle est faite évidemment d'une barbarie sans nom. Mais elle est aussi faite d'une rage qui périodiquement ces dernières années a explosé, à chaque fois en nous surprenant. Qui s'attendait aux Gilets jaunes? Qui avait prévu en décembre 2022 qu'il y aurait le mouvement des retraites ici? Qui aurait prévu ça? Je pense pas grand monde. Qui aurait prévu toutes les grèves et toutes les bagarres, y compris dans la jeunesse? C'est une rage qui vient justement à la fois de la violence de l'attaque qu'on subit, mais aussi de cette étincelle de résistance qu'il y a dans les êtres humains, et qu'il y a plus particulièrement dans la classe ouvrière, parce que tout nous pousse, en tout cas, nos conditions de vie et d'existence nous donnent la possibilité de nous battre ensemble. Cette étincelle-là, cette capacité de résistance, ils ne l'écraseront jamais. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas simplement résister, c'est gagner. Et aujourd'hui, les exemples de lutte victorieuse, il y en a dans le passé, évidemment. On a tous et toutes en tête les grands exemples de grève générale, de mobilisation d'ensemble. On peut penser à 36, on peut penser à 68, mais on peut aussi penser à des événements plus récents, comme la grève générale qu'il y a eu en Guadeloupe en 2009, par exemple. C'est dans ces moments-là, non seulement où on arrache des augmentations de salaire, des droits comme la sécurité sociale, mais aussi où le pouvoir des capitalistes tremble, où ils ont peur de tout perdre. Et c'est ça, quelque part, qui nous obsède, c'est cette possibilité-là, cette capacité qu'on a, lorsqu'on est toutes et tous en grève, en bagarre, de remettre en cause le pouvoir de ceux d'en face. Et aujourd'hui, et je vais conclure là-dessus, on pourrait dire, mais là, tu nous parles de grève générale, tu nous parles de mobilisation d'ensemble, tu es en train de rêver. Peut-être pas tant que ça. Peut-être pas tant que ça. Parce que quelque part, on a deux manières de prendre le problème. Quand on est du côté de celles et ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait une mobilisation d'ensemble. Soit il y a la posture qui est de dire les organisations syndicales, politiques, devraient toutes et tous appeler à la grève en même temps. Mais ça va arriver quand? On peut en faire des pétitions. Direction, s'il vous plaît, appelez à la grève générale. Vous, bande de traîtres, vous n'appelez pas à la grève générale. Au bout d'un moment, les amis, les camarades, les collègues, dans ce pays, ce n'est pas le cas partout, dans ce pays, il y a une gauche révolutionnaire. Il y a des militantes et des militants révolutionnaires en chair et en os qui ont de l'influence dans un certain nombre de secteurs, dans un certain nombre d'entreprises. Et si on prenait la décision, que ce soit au niveau des élections, ou que ce soit surtout au niveau des bagarres, de regrouper nos forces, pas forcément de faire semblant d'être d'accord sur tout, mais quand il y a un accord réel, est-ce qu'on n'est pas d'accord tous pour dire qu'il faudrait le SMIC à 2 000 €? On n'est pas d'accord là-dessus? Il n'y aura pas de possibilité de dire on met toutes les forces sur, je sais pas moi, une semaine, on appelle à la grève, on appelle à des AG, on propose de reconduire la grève. Voilà. Des tentatives comme celle-là, des tentatives de dire on essaye de se mobiliser ensemble, à partir du moment où on constate que ce n'est pas fait par les uns par les autres, d'essayer de prendre des initiatives dans la situation. On pense que ça fait partie des choses extrêmement importantes. La grève générale, la révolution, c'est des principes et c'est quelque chose qu'on a chevillé au corps, mais aussi c'est un petit peu comme l'expliquait Héloïse, dans notre militantisme, quelque chose qu'on essaie une perspective qu'on essaie de susciter tous les jours. Merci.